Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré à la vie sportive et aux évolutions réglementaires pour la saison 2023-2024. Avec nous ce soir, donc Patrick Groc, DTN adjoint, Karine Mortecrête, vice-présidente de la fédération en charge de la vie sportive, Paul Jala en charge de la vie sportive à la fédération et Jérémy Cadeau également en charge de la vie sportive. Donc, je vais laisser. Alors, je vous donne juste quelques petites infos sur l'utilisation donc du chat que vous avez à droite. Donc, déjà, dans un premier temps, vous n'avez ni la caméra ni le son qui sont activés chez vous. En gros, vous n'entendez que nous. Donc, vous pouvez utiliser la fonction de chat à droite pour interagir avec nous, pour poser des questions. Donc, soit on y répond en direct, soit on y répond en décalé en fonction de ce que l'intervenant sera en train de vous dire. Voilà, en tout cas, toutes les questions sont prises en compte et on vous laisse après échanger entre vous si besoin. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un bon webinaire et je cède la parole à Karine Mortecrête, vice-présidente de la fédération. Merci Jean-Denis. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir maître. Nous avons souhaité ce webinaire qui a pour objectif de préciser des points du règlement qui sont différents par rapport à ce que vous avez pu connaître soit la saison dernière, soit les saisons précédentes. Donc l'objectif est vraiment de préciser des points de modification et donc de pouvoir vous communiquer afin d'éviter de quelconques problématiques ou également réduire le nombre d'appels ou d'emails qu'on peut avoir pour des informations qui sont bien sûr dans les règlements sportifs, mais que nous avons souhaité vous communiquer en direct par voie de ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à toute l'équipe qui a travaillé pour préparer ce webinaire, mais également toute l'équipe qui, de toute manière, travaille tout au long de l'année pour mettre en place et animer cette vie sportive. Patrick ? Bonsoir à tous et tous. Merci Karine. Alors, on va lancer le PowerPoint de présentation. Voilà. Donc, on se concentre sur les évolutions de la vie sportive pour la prochaine saison. Donc, eh bien, je vais pas revenir sur le passé, mais c'est vrai que la saison post-Covid, changement d'équipe, nouvelle DTN, reprise de la partie sportive n'a pas été facile. Donc, j'ai qualifié ça de saison chaotique de notre vie sportive. Mais après cette saison 2021-2022, on peut dire que la saison 2022-2023 a été plutôt stabilisée. Voilà. Alors, cette stabilisation, elle repose surtout sur une gestion qui a été prise en main par une équipe opérationnelle très compétente, hein, il faut quand même le reconnaître. Beaucoup d'entre vous sont en relation avec les membres de cette équipe, et puis je vais rapidement les citer. Donc Paul Jala, qui est responsable à la fédération de toute la partie administration sportive, gestion sportive au quotidien, en rapport avec les organisateurs, avec les clubs. Il est accompagné également de Jérémy Cadeau, qui lui est plus sur la partie classement, donc tout ce qui est engagement, suivi des résultats, mise à jour des classements. Il y a également, qui nous a rejoint, Lionel Cambon, qui s'occupe de la partie arbitrage, et puis Franck Berthier, qui appartient à la DTN, qui s'occupe de la partie calendrier, hein, suivi des calendriers avec l'international, et en rapport avec les clubs et les organisateurs. Et puis, le tout en lien avec Karine Mortecrête. Karine est la présidente chargée de la vie sportive, vice-présidente chargée de la vie sportive. Et Karine fait vraiment le go-between entre la fédération et les membres du bureau fédéral. Voilà, donc un suivi presque journalier de Karine, et on la remercie. Donc, la saison qui s'annonce connaît quelques nouveautés et évolutions que nous allons vous présenter. Alors, toutes ces nouveautés, bien entendu, c'est le résultat d'échanges réguliers que nous avons avec les différents acteurs de cette vie sportive. Vous êtes peut-être pas tous au courant des différents acteurs. Je vais vous les citer rapidement. Dans chacune des armes, il y a des commissions fédérales, il y a bien entendu les membres du bureau de la fédération, les entraîneurs nationaux,
les cadres techniques, et puis vous, les clubs, ainsi que les organisateurs d'événements qui, bien entendu, appartiennent au club. Voilà, donc chacun de ces acteurs, c'est un mixte que l'on doit faire. Il faut composer parce que, bien entendu, bien souvent, chacun prône pour sa paroisse, et c'est bien normal, avec des enjeux et des intérêts différents. Voilà. Bon, c'est tout ce condensé, tous ces échanges réguliers, cette animation de réseau, en fait, que je pourrais appeler ainsi, qui fait qu'aujourd'hui, on a une saison sportive stable, et puis celle qui s'annonce sera encore meilleure. Voilà. Donc, rapidement, les quelques nouveautés qui sont déjà inscrites dans le règlement que vous pouvez trouver sur le site internet de la Fédération. Donc, c'est la suppression des épreuves régionales, épreuves qualificatives régionales dans toutes les armes. Bien entendu, vous pouvez organiser des épreuves dans vos régions, il n'y a aucune interdiction. Le lissage du nombre d'épreuves nationales. Quand j'entends lissage, c'est le nombre d'épreuves par arme et par catégorie. Des formules spécifiques selon les armes et les catégories. Nous avons, je reviens en arrière, voilà, la diffusion des règlements sportifs et du calendrier national en amont du début de saison, de ce début de saison. C'est souvent un reproche qui nous a été fait par le passé, c'est que les règlements arrivent tardivement et les calendriers également. Et puis un système de classement national qui est conforme aujourd'hui à nos attentes. Mais ça, vous pourrez poser vos questions à Jérémy Cadeau. Je reviens rapidement sur les règlements sportifs et le calendrier. Vous savez que le calendrier national, nous sommes très dépendants de la Fédération internationale et de la Confédération européenne d'escrime. Et tant que nous n'obtenons pas leur propre calendrier, nous ne pouvons pas nous construire notre calendrier national rapidement. Donc, à ce jour, on peut dire que, vous l'avez certainement constaté, que les règlements et les calendriers, même s'ils demandent encore à être affinés, parce que nous recevons de temps en temps, et c'est le cas en ce moment, des organisateurs qui n'obtiennent pas la réservation des créneaux et des salles qu'ils auraient souhaité. Ce calendrier est à 90% complet. Alors, les engagements sur les épreuves nationales, les championnats de France et les épreuves de l'Union européenne. Donc ça, c'est une nouveauté. Pour les épreuves de la Fédération française individuelle et par équipe, la clôture est le mercredi soir 23h59 de la semaine qui précède celle de l'épreuve. Donc, si l'épreuve est le samedi, ça fait environ 9 jours, et si elle est le dimanche, ça fait 10 jours. Voilà. Clôture des engagements à 23h59, le mercredi qui précède la semaine précédente l'épreuve. Ok, donc ça, c'est une nouveauté. Pour les épreuves par équipe, la modification de la composition est possible jusqu'à 15h la veille de l'épreuve. Voilà. Et pour les épreuves, alors ça concerne peut-être moins de monde, pour les épreuves de l'Union européenne, toute catégorie, la date limite d'engagement est fixée à 2 semaines avant l'épreuve et le tarif est passé à 25 €. Je poursuis. Là, il n'y a pas de modification, mais ça vous donne un aperçu des droits d'engagement dans les catégories, dans toutes les catégories, à l'exception de la catégorie senior que nous verrons par la suite. Vous voyez, du Challenge de France, en passant par les quarts, les demi, la fête des jeunes, et les épreuves nationales M17, M20, vétérans. Les tarifs 2023-2024 sur les seniors. Alors, je vais laisser la parole à Lionel. Est-ce que Lionel est parmi nous? Oui, Lionel est là. Voilà, donc ces tarifs qu'on appelle souvent contribution solidaire. Lionel, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors je vais prendre la parole. Merci à tous d'être connectés et d'être présents ce soir. Les tarifs ont été ajustés d'abord pour les équipes par rapport au nombre de rencontres qu'il y aurait. Et
l'année dernière, c'était un essai. On a fait un modèle pour la partie équipe et pour la partie individuelle. Et tenant compte de ce qui s'est produit et dans les différentes armes, chaque arme ne fonctionne pas de la même manière. Donc, on a ajusté cette saison. Je vous laisse prendre connaissance du tableau. Vous voyez qu'à l'épée ou au sabre ou au fleuret, dépendant des nombres de journées de rencontre, en fait, vous avez un tarif adapté. Ça, c'est pour les équipes. Ensuite, pour les épreuves individuelles, donc l'engagement individuel a augmenté légèrement. Et pour ce qui est de la contribution solidaire, non, je ne la vois pas là. Ça, c'est que les équipes. Non, c'est le tarif des championnats de France qui est affiché. Ah Pour les championnats de France cette année, vous avez dû constater en regardant le calendrier que les N2, N3 n'auront pas lieu en même temps que les N1. De ce fait, il y a eu aussi un ajustement ou une confirmation des engagements. Oui, pour la contribution solidaire, on en parlera un peu plus tard. Tu en parleras un peu plus tard, Lionel. Voilà, s'il y a des questions ou si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Bon, les questions, on va attendre peut-être. Paul, est-ce qu'il y a des questions relatives à ces tarifs 2023-2024? Non, par contre, je vais en profiter. Alors, pour information, les droits d'engagement qui sont affichés dans ce PowerPoint sur cette page et la page précédente se font figurer dans le règlement financier, les informations financières qui seront disponibles sur le site de la Fédération très prochainement. Et pour ce qui est de la contribution solidaire, donc les tarifs sont les suivants. Pour un tireur engagé, on reste à 0 € comme la saison dernière. 2, 3 tireurs, 40 €. 4 à 8 tireurs, 130 €. Et 9 tireurs ou plus, on passe à 200 €. Voilà. Merci, Paul. Alors, si je peux me permettre d'ajouter une petite modification également, parce qu'on a également écouté les organisateurs des épreuves de la saison passée, et comme l'a bien précisé Lionel, on a ajusté afin de pouvoir améliorer le process mis en place. Comme vous pouvez le constater, désormais, l'ensemble des droits d'engagement et également la contribution solidaire sont collectés par les organisateurs. Il n'y aura plus de collecte faite au niveau de la Fédération française d'escrime. Ce sera directement des collectes faites par le club organisateur qui reversera la partie qui sera due à la FFE. Mais ces points seront précisés par un webinaire que nous allons organiser à destination des clubs organisateurs de la saison. Donc une date vous sera communiquée si certains sont présents, assistent à ce séminaire actuel. Un nouveau webinaire sera proposé. On a une question dans le chat, excusez-moi. Les désignations des arbitres sont à la charge de la fédération? On en parle un peu plus tard. Oui, on en parle après. La partie arbitrage, elle vient juste après. Je poursuis. Alors, vous savez qu'à l'épée homme senior, il y avait la saison dernière. Patrick, pardon, il y a une question qui vient juste d'arriver. Pardon. Qu'est-ce que c'est que la contribution solidaire? Oui, Lionel ou Karine, vous pouvez en 2 mots distinguer la contribution solidaire des droits d'engagement. Alors, la contribution solidaire à l'arbitrage ne s'applique que pour la catégorie senior et elle est là pour pouvoir prendre en charge la totalité des frais liés à l'arbitrage qui ne sont donc plus du tout couverts par les clubs qui engagent des tireurs sur les compétitions. Épreuves nationales, je précise, les épreuves nationales. Une autre question qui vient d'arriver, il était prévu de revenir aux arbitres clubs. Du coup, pourquoi laisser la contribution pour les circuits nationaux seniors? Alors, si vous voulez bien, peut-être que Lionel pourra y répondre, mais on a une partie arbitrage qui arrive dans quelques slides. Peut-être faudra l'aborder à ce moment-là. Ok, Jean-Denis? Ok. Ok, Lionel? Ok, ça me va.
Donc l'épée homme senior, je disais, c'était la seule catégorie et arme où il y avait une épreuve qualificative. Donc pour toutes les épreuves nationales de la saison, Livry-Gargan, Monaco, Lisieux, Châlons, en Champagne, Toulon, l'épreuve qualificative du samedi est ouverte à tous. Voilà, donc c'est la fin des qualifications par quotas régionaux, comme toutes les autres armes. Voilà, donc tout le monde est aligné pareil maintenant. Wildcard. Alors, wildcard ou invitation particulière. L'objectif de cette wildcard, que vous retrouverez, alors peut-être que ça vous fait penser au tennis, la wildcard, mais on ne le retrouve pas qu'au tennis, on le retrouve dans beaucoup de sports, c'est répondre aux demandes récurrentes des commissions d'armes qui nous demandent de repêcher des athlètes pour les championnats de France. Voilà, alors pour diverses raisons. Et là, on a arrêté ces raisons-là, parce que, bien entendu, les demandes, si elles sont légitimes pour les commissions d'armes, elles ne sont peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il faut, il y a des choix à faire. Donc, les raisons diverses, c'est blessures, un athlète de haut niveau qui se blesse, incompatibilité du calendrier pour les athlètes des équipes de France, où ils participent à des compétitions qui viennent en superposition d'épreuves nationales auxquelles ils n'auraient pas pu participer, donc ne pas accumuler un certain nombre de points qui leur permettraient d'aller au championnat de France. Bien entendu les grossesses et les demandes spécifiques que nous avons régulièrement venant des athlètes ultramarins. Donc ces wildcards, ces invitations spéciales, nous les avons limitées à 4 et elles peuvent être attribuées sur chaque épreuve des championnats de France individuels accessibles par le classement national. Voilà. Alors, la demande d'un ou d'une tireuse de votre club, par exemple, si c'est le cas, vous avez sur le site internet les liens qui vous mènent aux commissions d'armes qui se rapportent à l'arme de votre tireuse. Vous faites une demande, vous envoyez cette demande. Cette demande qui parvient à la commission d'armes sera transmise à la direction technique nationale et qui tranchera. Voilà, alors qui tranchera, pourquoi? Parce que si nous avons 5-6 demandes, il faudra arbitrer. Voilà. Ça, c'est vraiment limité à 4. Pour la maternité également, nous avons adopté une règle, donc c'est permettre aux athlètes enceintes ou en maternité de garder leur place au classement national pendant une durée définie. Voilà, donc le mode de fonctionnement, vous pouvez le regarder. Donc en fait, l'athlète, elle saisit la direction technique nationale parce qu'elle va demander le blocage de son classement national au moment où elle arrête. L'ADTN donc, fige le classement pour une période de 13 mois. Bien entendu, on a laissé quelques mois après l'accouchement, vous comprenez pourquoi. À partir de la date figurant sur le certificat établi par la CAF. Voilà, donc l'athlète, l'avantage de l'athlète, c'est qu'elle pourra toujours bénéficier de son classement. Voilà. Et passer la période de 13 mois, elle pourra formuler une demande de wildcard pour participer au championnat de France si à l'époque son classement lui permettait d'être sélectionné pour ces championnats de France. Voilà. En deux mots, elle arrête parce qu'elle part en congé maternité. Et tout est figé et si elle le mérite au moment où elle arrête de participer au championnat de France et de ne pas perdre son classement national, elle retrouve tout. Voilà. Jérémy, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou... Non, c'est bon. Donc tout était expliqué. Et en fait, ça fonctionne sous forme d'attestation. Donc il y a une attestation qui est donnée à la tireuse, donc qui est concernée. Et cette attestation, elle doit être donnée aux organisateurs avant les compétitions, voilà, pour pouvoir permettre d'insérer le classement qui figure sur l'attestation dans le logiciel d'organisation de compétition. Voilà. Voilà. Bon, pour les championnats de France N1 à Nantes du mois de décembre, on a déjà reçu une demande. Alors, l'arbitrage. Voilà, donc je redonne la main à Lionel qui va vous parler de l'arbitrage. Merci. Alors, cette saison,
On a fait évoluer ce qu'on avait commencé à mettre en place la saison passée, avec plus ou moins de réussite suivant les armes, notamment pour les seniors. Donc, je vais détailler un peu toutes les catégories. Il y en a pour lesquelles ça va aller vite et les seniors, on s'attardera un peu plus sur le sujet. Néanmoins, donc la gestion des arbitres, il faut garder en tête que la gestion des arbitres pour la saison 23-24, c'est une évolution de ce qu'on a fait la saison passée. On ne va pas tout changer chaque saison. Donc, c'est fait en tenant compte du fonctionnement de la saison passée, qui a été enfin une saison complète, puisque pendant la période de Covid et la période qui a suivi, on a eu des saisons tronquées. On a tenu compte des formules des différentes commissions d'armes, qui elles aussi, ont fait évoluer certaines choses. Et on a tenu compte de l'évolution du niveau des compétitions et des arbitres. Je précise un tout petit peu ce commentaire, c'est que peut-être dû à la période sans escrime, on a constaté, nous, CNA, que notamment au sabre et au fleuret, il y avait une différence accrue de vitesse, de précision, enfin de différentes choses entre les M20 et les seniors. Et en plus, on a la chance d'avoir, ça c'est valable aussi pour l'épée, des tournois nationaux qui sont fréquentés par des étrangers. Donc ça, c'est parfait. Mais ça sous-entend aussi que les arbitres doivent suivre le rythme. Et on s'est rendu compte que certains arbitres n'étaient pas ou plus capables d'arbitrer ce niveau-là, tout en sachant que l'arbitrage, c'est comme quand on est tireur, si on ne s'entraîne pas, on ne progresse pas, voire on régresse. C'est moi qui peux tourner ou tu tournes? Hop, c'est fait. Ok, ça marche, merci. Donc, l'engagement des épreuves nationales et championnats de France. Donc, j'ai tenté de faire un tableau récapitulatif assez synthétique. Vous pouvez constater que pour les M15, M17, M20 et vétérans, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. On est majoritairement à partir de 4 tireurs engagés pour un arbitre à engager. On a conservé 2 pour 9 dans les catégories ou les armes pour lesquelles on a constaté un déficit d'arbitre la saison passée, donc notamment au sabre, pour toutes les catégories, chez les vétérans, pour toutes les armes, et ensuite au fleuret pour les M17 et les M20. Voilà. C'est le côté synthétique. Par ailleurs, on a reprécisé une règle qui était mal ou pas respectée dans le cahier des charges précédent des organisateurs de compétition. Il était noté que l'organisateur devait fournir 8 arbitres. Alors 8, ça nous a semblé un peu trop important, donc on a ramené ça à 4 arbitres à fournir pour que l'organisation se passe bien. Naturellement, tout ceci dépend du nombre d'engagés, du nombre de pistes qui sont à disposition et de la formule qui est appliquée. Néanmoins, l'organisateur doit aussi s'investir sur ce sujet et ne pas laisser faire les choses. Bien sûr, le référent de la compétition reste votre contact quand vous êtes organisateur. Et il est important et même obligatoire de le contacter le plus vite possible. On a prévu un courrier assez complet dans lequel qu'on va envoyer rapidement là d'ici la fin de semaine à tous les clubs qui va aussi vous donner le nom des référents dans chaque arme. Voilà, ça c'est pour les épreuves nationales. Maintenant pour les championnats de France. M17, M20, M23 et vétérans, désignation de la CNA. Là, il n'y a pas de changement, hein, c'est comme les années passées. Pour la fête des jeunes, pour les M15, la CNA désigne 8 arbitres par arme, donc 24 arbitres. Et le reste, c'est des quotas d'arbitres pour chaque région. Ces quotas sont diffusés en général au mois de janvier. Et comme l'année dernière, il y aura un suivi
comment chaque région peut fournir des jeunes bons arbitres pour remplir leur quota. Prochaine. Ouais. Épreuves nationales seniors et championnat de France. Donc, les épreuves nationales seniors cette saison, on a donc reconduit la contribution solidaire. Et la volonté était de décharger financièrement les clubs du coût de l'arbitre. On a tenu compte donc de ce qui s'est passé dans toutes les armes la saison passée. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à ce qu'on vous propose ce soir. Donc, l'engagement par les clubs d'un arbitre à partir de 4 tireurs engagés au fleuret et à l'épée. Donc, et 2 pour 9, comme le tableau que vous avez vu précédemment, et 2 pour 9 pour le sabre. Cet arbitre doit faire partie d'un pool arbitre de l'arme dont les noms seront diffusés sur le site de la FFE. On vous les enverra aussi avec le courrier. Ce pool arbitre est constitué à partir de ce qui s'est passé la saison passée et du niveau des arbitres. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un référent de la CNA qui est sur chaque compétition nationale et tous les arbitres sont évalués à chaque compétition. Donc en fin de saison, on fait un bilan et on prend en compte cette évaluation, la motivation de l'arbitre et puis un certain nombre de critères. Une fois cette inscription faite, donc le mercredi précédent de la semaine précédente, les inscriptions sont clôturées. Et dès le jeudi, le référent de la compétition et moi-même passons en revue la liste des arbitres. Et en fonction, donc déjà pour respecter le fait qu'ils fassent partie du pool, et ensuite pour voir en fonction du nombre de pistes, du nombre de tireurs et de la formule, si c'est OK, si on a un excédent, un déficit d'arbitre, etc. Donc on maintient la contribution solidaire, je l'ai dit. Les engagements et les contributions solidaires sont collectés par le club organisateur. Ça, c'est ce qui se passait l'année dernière aussi. Et les indemnités des arbitres sont payées sur place par le club organisateur. Ensuite, je parle de l'arbitrage. Les frais de déplacement seront remboursés sur note de frais envoyée à la Fédération française d'escrime. Pour les championnats de France par équipe, donc l'inscription pour les équipes N1 et N2, fleuret homme, épée dame et sabre homme se font en début de saison. Donc, elles vont se clôturer au 1er octobre, si je me rappelle bien. L'inscription consiste en déclarer son équipe, payer en fonction du tableau qui a été présenté un peu plus tôt l'engagement et nommer un arbitre qui doit être minimum national pour les équipes N1 et minimum en formation nationale pour les équipes N2. C'était déjà la règle l'année passée. On conserve cette règle, ces arbitres doivent être actifs, faire partie du pool d'arbitres que j'ai présenté juste à l'instant. Et ces arbitres doivent rester actifs dans la saison. Ce n'est pas juste parce qu'ils sont inscrits et nommés pour l'inscription que ça suffit. On doit les voir régulièrement. Donc, probablement qu'on fera appel à eux s'ils ne se présentent pas d'eux-mêmes. Les arbitres nommés doivent donc faire partie du pool arbitre, comme je l'ai dit, et seront convoqués pour les épreuves par équipe et pour les championnats de France avec planification dès le début de saison. C'est-à-dire que chaque pôle d'armes à la CNA va mettre en place un tableau, ou c'est peut-être déjà fait pour certaines armes, je sais, et demander à tous les arbitres leur disponibilité et leur investissement pour la saison. Voilà. J'en profite, Lionel, pour revenir sur un point particulier. Certains nous interrogent
sur les 9-10 jours d'engagement avant l'épreuve. Pourquoi si longtemps avant? Là, vous voyez une des raisons pour lesquelles on a préféré anticiper, c'est que ça permet justement à Lionel et son équipe de la Commission nationale d'arbitrage de gérer toute la partie arbitrage, de recontacter, confirmer la participation des arbitres, etc., etc. Voilà. C'est pas une mince affaire, et dans les 36 heures qui suivent les engagements, ça laisse du temps pour s'occuper des déplacements, mieux gérer les déplacements, etc. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles. Une autre raison, c'est pour permettre aux organisateurs d'avoir une meilleure visibilité sur le nombre de participants à leur épreuve, et de pouvoir, le cas échéant, un petit peu travailler, affiner leur organisation, la partie logistique sur place dans les salles. Voilà. On a plusieurs questions, excuse-moi Patrick de te couper, qui sont arrivées dans le chat. Oui. Donc répondra qui le souhaite. Alors, donc pour les seniors, on supprime les qualifications régionales pour ouvrir les épreuves le samedi, mais par contre, il faut payer bien plus. Je pense que vous pouvez lire aussi les questions qui sont sur le chat à droite. Question. Il faut que tu cliques sur chat, Lionel. Oui. Il faut que je remonte aussi peut-être parce que je suis un peu bas là, non? Attends. C'est une question d'Émeric Descombes. Oui. Voilà, là. Alors, je vais répondre. Donc, effectivement, comme on l'a précisé en début de webinaire, ce qui a été proposé et validé en bureau fédéral et en comité directeur est une évolution de ce qui a été fait la saison dernière, et il nous a été demandé, c'est une remontée comme là on parle notamment de l'épée homme, puisque c'était la seule arme qui était dite entre guillemets fermée, il nous a été remonté que l'ensemble, ou la majorité, je dire, des acteurs de l'épée souhaitaient réouvrir ces épreuves nationales. Donc c'est ce qui se passe. Donc effectivement, elles sont réouvertes. Il n'y a plus de qualification par quotas régionaux, mais il me semble que c'était prévu en précision par Paul. Et il y a une augmentation des tarifs pour les épreuves nationales seniors aux 6 armes pour pouvoir couvrir l'ensemble des frais émanant des épreuves nationales et des épreuves de qualification du samedi. Pour les armes qui ont une épreuve le samedi, le sabre étant parfois sur des épreuves qualificatives le matin. Donc une demande de précision qui vient ensuite. Si je comprends bien, cette année, on doit apporter un arbitre pour l'épreuve individuelle. L'épreuve individuelle, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais si on inscrit 4 tireurs, on amène forcément un arbitre. On l'amène pas, excusez-moi. Pour inscrire le 4e tireur, à partir du 4e tireur, il faut inscrire un arbitre. On conserve ce lien entre le club et l'arbitre. Le club, il faut pas oublier que le club, en fait, est le premier formateur d'arbitre, et que sans la formation d'arbitre, sans que le club qui s'intéresse un minimum à l'arbitrage, à l'arrivée, on n'aura plus personne pour arbitrer les compétitions. Et malgré tout, beaucoup de clubs font des efforts de formation et gardent un contact important avec les arbitres qu'ils ont formés, et on veut conserver ce lien. Pour nous, c'est quelque chose d'assez important. Donc, le club va inscrire un arbitre avec qui il est en contact, avec qui il va gérer la saison, ou de préférence qu'il fasse partie de son club. Le meilleur serait que les arbitres qui sont formés au club, qui restent, ont un contrat moral, on va dire, avec le club, qui les a accompagnés dans la formation, et l'arbitre rend la monnaie de la pièce en étant présent pour arbitrer pour le club. Ça, c'est dans un monde idéal, et c'est quand tout se passe très bien. Un club qui va être un peu en déficit d'arbitre, ou qui, parce qu'une année, il n'a pas formé d'arbitre, il se retrouve sans ce support, il faudra effectivement qu'il trouve un partenaire dans le pool d'arbitres
qui va être présent pour qu'il puisse avoir tous ces tireurs engagés à la compétition. Sachant que le coût financier de cet arbitre est pris en charge pas par le club, mais par les engagements et la contribution solidaire. Alors justement, il y a une demande de précision concernant le point sur les frais de déplacement remboursés sur note de frais à la FFE. Donc la question, c'est les frais de déplacement remboursés par la FFE, à quel niveau? Ceux désignés par la FFE et ceux de la contribution solidaire? Donc j'ai bien précisé, donc on parle de remboursement de frais engagés. Bien sûr, on ne va pas dépenser plus d'argent parce qu'il y a un payeur ou un autre. On engage des frais pour aller arbitrer une compétition. On ne va pas passer un week-end sur les bords de la Loire. Je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais c'est important de voir qu'on va contribuer à l'organisation d'une compétition. Et en général, une compétition de bon, voire de haut niveau. Et donc, on compte sur les arbitres. Et les arbitres font partie de l'organisation. Et c'est pourquoi ils doivent être défrayés de leur aller-retour, de leur logement. Mais ils ne viennent pas non plus pour faire une soirée entre arbitres et aller boire des coups. Ce n'est pas l'objectif. Donc, comme pour les championnats de France, exactement comme pour les championnats de France, notre rôle à la CNA, c'est de demander aux arbitres, bien sûr, de réserver à l'avance, d'essayer de faire attention aux dépenses. Et d'un autre côté, la fédération prend en charge avec des seuils à ne pas dépasser. Tous les arbitres les connaissent, ils sont marqués sur la note de frais. Et c'est dans ce cadre-là, et c'est noté dans le document financier, c'est dans ce cadre-là qu'ils sont remboursés. Il y a une question de Didier Margaritas. L'an dernier, on payait 600 € d'engagement et on apportait plus d'arbitre. Cette année, on paye 600 € et on doit apporter un arbitre. Alors, faut pas. Il y a deux aspects. 600 €, c'est pour la partie équipe. Tout ce que j'ai décrit concerne essentiellement l'individuel. Pour les équipes, les arbitres sont désignés. Or, cette saison, pour faciliter le déplacement des tireurs, des entraîneurs, des arbitres, les organisateurs vont avoir la plupart du temps une épreuve individuelle suivie d'une épreuve par équipe. Donc, naturellement, les 600 € vont permettre de payer les arbitres qui vont officier, mais les arbitres seront déjà sur place. On ne va pas faire venir des arbitres supplémentaires. Donc, non, on ne demande pas au club d'amener un arbitre. On demande au club de contribuer au suivi des arbitres, à la formation des arbitres, à entretenir ce lien avec l'arbitre qui fait que l'organisation va bien se dérouler, que la compétition va être intéressante et que le niveau des tireurs va être respecté. Et bien sûr, ceux qui auront arbitré l'individuel vont arbitrer l'épreuve par équipe. On ne va pas faire venir un arbitre spécifiquement pour l'équipe. Ok Lionel, tu as parlé du pool arbitre sur un circuit national comme l'Ivry-Gargan qui est un gros circuit. S'il n'y en a pas assez dans ce pool arbitre, tu les trouves où les arbitres? Alors, j'ai vu la question passer. Merci Émeric de me tendre la perche. Dans le pool arbitre épais, il y a 80 arbitres. Donc, si dans les 80 arbitres, il n'y a pas suffisamment d'arbitres en contact avec les clubs pour la première compétition de la saison, je crois, oui. Bon, il faut de la motivation de part et d'autre. Je comprends que les tireurs ont très envie de tirer. J'espère que les arbitres, en début de saison, sont motivés pour arbitrer. Après, c'est des mises en contact entre les clubs et les arbitres. Mais je reprécise parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose auquel je suis très attaché et que je fais moi-même. J'ai été formé dans un club ou dans plusieurs clubs. Je rends la monnaie de la pièce, j'aide ces clubs à chaque fois que je peux. Et j'arbitre pour mon club la plupart du temps. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment conserver et qu'il faut favoriser.
je le mets entre parenthèses, on s'est posé la question d'imposer pour les N1 notamment que l'arbitre soit licencié au club. En fait, on regarde ce qui se passe dans les autres clubs, dans les autres sports. Si on regarde les autres sports, tous ceux qui participent dans la plus forte division, tous ceux qui ont une équipe dans la plus forte division, ils engagent pour la saison un arbitre du niveau de la division. En escrime, on ne le fait pas pour l'instant, ou on le fait à moitié. Donc, ça serait bien de tendre à ça et que les clubs aient en tête que j'ai 2 équipes en N1, j'ai 2 arbitres nationaux ou internationaux dans mon club. D'autres questions, Denis? Non, je ne vois pas d'autres questions, vous pouvez continuer. Lionel, c'est sur la partie arbitrage, ça va? Moi, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok. Merci. Donc, je poursuis. On passe à un tout autre sujet. Vous savez que cette année, il y aura les championnats de France de National 1 individuel senior qui auront lieu le samedi 16 décembre à Nantes, à l'espace Mangin-Beaulieu, pardon. Donc, ces championnats de France revêtent un intérêt majeur qui est de retrouver l'élite de l'escrime française aux 6 armes sur un même lieu et sur une même journée. Donc, ça va être un événement médiatique important à quelques mois des JO de Paris. Notamment, il y aura une diffusion en direct des finales sur France TV Sport et puis sur RMC Sport. RMC Sport qui est partenaire média radio de la Fédération française d'escrime. Voilà. Donc la formule est simple, c'est un tableau de 32 et c'est élimination directe jusqu'à la finale. Alors ça peut être 32, ça peut être 36. Hein, s'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 wildcards maximum. Donc ça pourrait être 36 tireurs s'il y a des demandes de wildcards. Voilà. C'est pas 4 obligatoires. Voilà, donc ce championnat de France se déroulera dans 3 salles au départ et puis à partir des quarts de finale dans la salle principale, la salle des Neptunes. Neptune de Nantes, équipe réputée hand et volley. Voilà, ça c'est un rapide aperçu, mais ça concerne notamment les clubs organisateurs d'épreuves nationales, d'épreuves de championnat de France, d'épreuves internationales sur le sol français. Vous allez recevoir un tableau, le tableau des représentants sur vos organisations. Donc ces représentants, c'est ou le cadre technique et le relais fédéral régional. Alors bien entendu, on va demander au cadre technique de votre région d'être présent sur l'épreuve de votre région. Si ce n'est pas le cas, ça peut être un autre cadre technique pouvant remplir la fonction de représentant de la direction technique nationale, le représentant de la CNA, de la Commission nationale d'arbitrage, et le représentant de la fédération. Donc, chacun de ces personnages ont un rôle important. Le cadre technique, il est garant du bon fonctionnement et du respect des règles notamment. Le représentant de la CNA, généralement, c'est lui qui gère l'arbitrage. Et puis la fédération, c'est un représentant du bureau fédéral, du comité directeur, qui est là pour accueillir les de votre région, pour faire des relations publiques, pour également veiller au bon déroulement de l'épreuve. Certaines de ces personnes figurent bien entendu dans le directoire technique qui est là pour faire respecter les règles et qui contrôle le bon déroulement de ces épreuves. Donc vous allez recevoir chacun des représentants vont recevoir, vous voyez, la date, la catégorie l'arme, la catégorie d'épreuve et vont se positionner. Une fois qu'ils seront positionnés, avant le début de cette saison, vous recevrez ce tableau qui vous permettra de savoir qui sera présent sur votre épreuve. Voilà, je poursuis. Les appels à candidature sur les épreuves, certaines ne sont pas encore pourvues. Là, je laisse la parole à Paul Jala qui va vous en dire un petit peu plus sur cet appel à candidature.
Paul? Oui, alors effectivement, je rebondis sur ce qu'a dit Patrick en début de présentation concernant le calendrier. On dépend malheureusement ou heureusement de beaucoup d'institutions, donc les institutions internationales pour la constitution du calendrier, mais nos organisateurs dépendent aussi de leur municipalité ou des communautés de communes qui leur attribuent les gymnases ou les espaces dans lesquels ils organisent des épreuves. Et malheureusement, le début de saison, c'est toujours le moment où les communautés de communes et les municipalités doivent jongler avec notamment les besoins des sports collectifs dont les calendriers sortent après les nôtres et qui se retrouvent à devoir récupérer les gymnases qui nous ont été attribués sur certaines épreuves. Donc on nous a malheureusement informé que la deuxième épreuve nationale M20 au fleuret individuel des 11 et 12 novembre, la quatrième épreuve individuelle senior au sabre du 25 février 2024 avaient perdu leurs installations. Et donc on est à la recherche d'un club pour candidater et récupérer cette organisation-là. On est toujours à la recherche d'organisateurs pour les épreuves par équipe à l'Épéum vétéran, donc en 24-25 février et 16-17 mars 2024. Il manque également dans la présentation, mais la demi-finale de la Fête des Jeunes au Fleuret le 7 avril rencontre les mêmes problématiques que les épreuves au sabre et au fleuret que j'ai mentionnées précédemment. Donc le club de Valence est dans l'impossibilité d'organiser l'épreuve à cette date-là. Donc on cherche également un club en mesure de l'organiser. Et enfin, les championnats de France seniors en mai et juin 2024 aux 6 armes, pour lesquels on attend toujours des candidats. Donc on lance un appel à candidature qu'on va espérer fructueux, qui va être court compte tenu des premières échéances qui arrivent. Donc Patrick, tu peux passer à la slide suivante. Ouais. Donc je rappelle rapidement que le calendrier, vous le trouvez sur le site de la fédération et que dans les cases d'épreuves non pourvues, il y a un point d'interrogation, Paul. Hein. Tout à fait, ouais. Le calendrier sera mis à jour demain matin, en même temps que la publication du formulaire de candidature, donc qui sera dans la rubrique actualité sur le site de la fédération. Donc cet appel à candidature est ouvert jusqu'au 20 septembre. Donc on espère avoir des clubs candidats. Donc vous m'envoyez les candidatures directement à mon adresse. Tout figure dans le formulaire qui sera sur le site de la fédération. Ok. Voilà. Et alors, pour les clubs ne pratiquant pas l'épée, il me semble qu'on est arrivé au terme de cette présentation. Je voulais faire un petit point sur l'épée par équipe de M17 à vétéran, où les formules ont changé par rapport à la saison dernière et on est sur un format qui est nouveau, qui s'inspire de l'épée d'âme senior. Donc, je fais juste un petit rappel pour l'épée d'âme senior où le principe reste exactement le même, mais il me paraissait important de faire un petit rappel des dates des 3 épreuves où vont se dérouler la compétition par équipe. Donc, comme pour toutes les autres armes, les engagements sont ouverts jusqu'au 1er octobre 2023. Donc, vous confirmez par email à l'adresse compétition@ffscrim.fr la participation de votre équipe. Comme l'a mentionné Lionel, il faut que vous nommiez le ou les arbitres nécessaires en fonction de la division dans laquelle le club évolue et que vous fassiez parvenir évidemment le règlement, pareil, conformément à ce qui a été présenté tout à l'heure. La première épreuve donc, est Mâcon en senior, donc c'est le 15 octobre. Donc, les poules seront publiées le 9 octobre sur une page dédiée sur le site de la FFE. Et je rappelle le fonctionnement. Vous pouvez vous enregistrer vos tireuses sur l'extranet en même temps que les engagements pour l'individuel.
Et vous pouvez évidemment modifier la composition d'équipe sur place le samedi en cas de blessure ou de méforme. Voilà, donc ça c'est pour les seniors, il n'y a rien de nouveau. On peut passer à la diapositive suivante pour les M17. Donc cette formule a été étendue donc, de poule unique aux catégories M17 et M20. Donc le principe sera exactement le même en M17 et M20. Seules les dates des épreuves vont changer. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 octobre. Donc là, on demande au club de confirmer leur souhait de participer, de nous dire s'ils engagent une ou deux équipes. Une fois que les engagements sont clos et en fonction du nombre d'équipes inscrites, les poules seront constituées avec le principe qu'on a retenu, c'était pas plus de 5 matchs par équipe et par jour. Donc, les compositions de poules et les effectifs des poules seront établis en fonction de cela. Tout le détail de la règle de cette épreuve figure dans le règlement sportif. Donc, je vous laisse prendre connaissance de ça. Simplement vous dire que, pareil, il y aura une page dédiée sur le site de la FFE qui sera la même que pour les seniors. Et les compositions des poules et l'ordre des matchs seront publiés le 15 janvier 2024 pour que, lors de l'épreuve de Chaumont le 28 janvier, tous les clubs aient les informations nécessaires. Là encore, même système que pour les seniors, vous engagez votre effectif sur l'extranet et vous pouvez modifier la composition d'équipe sur place en fonction des événements de l'individuel. Pour les M20, c'est exactement le même principe. Les dates sont exactement les mêmes, c'est simplement les dates des épreuves qui sont différentes, évidemment. Donc Nevers le 24 mars et Lille le 28 avril. Mais voilà, sinon on est sur exactement le même principe et le même règlement. Et encore une fois, je vous renvoie au règlement sportif spécifique épais. Et enfin, la formule a été également déclinée chez les vétérans. Donc avec le principe de la poule unique, là, le nombre d'épreuves sera fonction du nombre d'équipes inscrites, donc de 1 à 3 épreuves. Toutes les informations seront évidemment publiées sur le site de la fédération. Donc là, on est sur une confirmation de participation également au 31 octobre et une publication de la poule le 3 novembre. Et donc, le nombre d'épreuves par équipe exact, entre 1 et 3, sera précisé à ce moment-là. Voilà. Donc, et encore une fois, on reste sur exactement le même principe pour ce qui est de l'engagement des équipes. Voilà, évidemment, vous pouvez envoyer vos questions directement sur l'adresse mail de la fédération si vous avez des questions complémentaires concernant ces formules qui sont nouvelles et qui vont peut-être demander un petit peu de temps pour qu'on se l'approprie. Patrick ? Oui, je reviens sur les championnats de France N1 parce qu'on nous pose souvent la question, les 32 qualifiés, qui sont les 32 qualifiés? Alors, Paul, tu me confirmes bien, c'est les 32 premiers du classement national avant les championnats de France N2, N3. Alors oui, les 32 qualifiés ont été annoncés en même temps que les qualifiés pour les championnats de France N2 et N3, donc c'était au mois d'avril. Voilà. Et donc ces personnes-là étaient directement qualifiées pour les championnats de France seniors du mois de décembre. Et donc on intégrera au classement l'ensemble des résultats des championnats de France à l'issue du championnat de France N1. D'autres questions? Je vois que Karine a répondu à des questions sur les engagements. Est-ce que vous avez d'autres questions ou les intervenants, Lionel, Paul, Jérémy? Autrement, s'il n'y a pas de questions complémentaires, on peut éventuellement donc, clôturer le webinaire, vu que nous sommes arrivés à la dernière slide.
Donc n'oubliez pas que les services de la fédération donc, se tiennent à votre disposition si vous avez une question, ou enfin une ou plusieurs questions. Et effectivement, comme l'a rappelé Paul, les mises à jour concernant les appels à organisateurs, etc., seront mises en ligne sur le site internet de la Fédé. J'en profite également pour apporter une précision importante. Si vous êtes un club organisateur, donc de n'importe quel niveau, de bien remplir vos fiches compétition sur l'extranet fédéral avec toutes les informations qui vous sont demandées, puisque ce sont ces informations qui remontent sur le site de la Fédé. Voilà, donc plus votre fiche de compétition est bien remplie, mieux les informations seront transmises à celles et ceux que ça intéresse, qui veulent participer ou qui veulent simplement les suivre. Et c'est hyper important. Jean-Denis, si je peux me permettre également de clôturer ce webinaire, je tiens vraiment à vous remercier d'y avoir assisté. Je tiens tout particulièrement à remercier les services, toutes les équipes qui ont été citées par Patrick en début de webinaire, remercier la CNA et l'ensemble des arbitres. J'ai souvent plaisir quand je discute avec les uns et avec les autres à parler de la famille escrime, et je considère que c'est vraiment la vie sportive, c'est vraiment, et comme l'ensemble des autres d'ailleurs disciplines, pratiques, activités de la Fédération française d'escrime, c'est réellement une famille. Et j'aimerais repréciser que nous avons les assises qui vont se dérouler le 30 septembre et le 1er octobre. Oui, et c'est parce que je voyais 31 octobre pour la confirmation, mais on est bien sur le 30 septembre et 1er octobre à Troyes. Et j'encourage vraiment l'ensemble de la famille escrime, des membres de la famille escrime à venir participer, parce que c'est réellement des échanges qui sont enrichissants. J'ai fait les précédents, et à titre tout à fait personnel, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, notamment dans nos différents pratiques, qu'on soit maître d'armes, qu'on soit dirigeant, qu'on soit arbitre, etc. Bref, la famille escrime est vraiment attendue sur cette rencontre lors de ces assises sur Troyes. Et vous pouvez encore, bien sûr, vous y inscrire via le site internet fédéral à la rubrique Actualité. Effectivement. Écoutez, merci à tous. Donc, comme je l'ai précisé en début de webinaire, celui-ci sera disponible en replay dès la fin. Donc, vous recevrez le lien par mail. Et puis, on le mettra en ligne également sur le YouTube de la Fédé et sur le site internet fédéral. Bien, merci à tous. On vous souhaite une excellente soirée et puis à très bientôt sur les pistes.